à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition de la Semaine de la prévention, donc, qui aura lieu jusqu'à vendredi. Et surtout, bienvenue à ce webinaire qui va traiter la thématique des produits chimiques. Et nous ferons un focus plus spécifique sur les diisocyanate. Donc, savoir les utiliser en toute sécurité. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Cuenga, je suis préventrice à l'OPP-BTP région PACA-Corse et je vais vous présenter tout de suite une personne que vous n'aurez pas l'occasion de voir mais qui joue un rôle très important, c'est notre modérateur. C'est lui qui va répondre à toutes vos questions ou tout au moins qui va récolter vos questions dans le chat et éventuellement nous les transmettre puisqu'il y aura des temps de questions durant ce webinaire. Il s'appelle Thierry Galéa et il est également préventeur à l'OPP-BTP région Aura. Je vais laisser donc nos deux autres animateurs se présenter tout de suite. Bonjour à tout le monde, je suis Céline Frelich, conseillère en prévention pour la région Occitanie. Bonjour à tous, je suis Quentin Pro, préventeur à l'association de santé au travail du BTP de l'Ain. Donc, la régie va nous envoyer directement une bande-annonce, une bande vidéo sur la semaine de la prévention. Prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez ? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Et oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier. C'est risqué. Ça vous dit ? Alors connectez-vous. Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun. Si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié. Une semaine pour découvrir des solutions de prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les SPST-BTP et la CNAM. Donc, avant tout, pour faciliter le déroulement effectivement de ce webinaire, vous verrez que si vous avez un besoin, alors technique, purement technique d'ailleurs, vous retrouverez en bas à droite de votre écran, comme c'est indiqué avec la flèche, une plateforme en fait qui vous permettra de joindre la hotline notamment de la plateforme pour vous aider si vous avez des problèmes de son, de connexion. Donc, c'est là qu'il faut aller. De toute façon, le modérateur de l'OPP-BTP ne vous sera d'aucune aide. Donc, je vous conseille vivement en cas de soucis très techniques, de vous rendre sur ce point d'interrogation et de contacter Alia. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer et je vais passer la parole à Quentin. Merci Sophie. Et pour commencer ce webinaire, en fait, c'est vous qui allez travailler et on va tester vos connaissances sur le risque chimique. Vous allez voir 2 questions apparaître sur votre écran auxquelles nous vous demandons de bien vouloir répondre. Première question, un produit chimique peut être dangereux lorsqu'on le respire, lorsqu'on le touche et ou lorsqu'on l'avale. Nous allons vous laisser quelques secondes pour répondre. Et j'en profite pour vous informer, ceux qui n'ont pas déjà participé à ces webinaires de la semaine de la prévention, que vous pourrez récupérer le diaporama, le support de présentation de ce webinaire en cliquant sur un lien sur le questionnaire de satisfaction qui apparaîtra tout à la fin du webinaire. Et vous avez tous répondu que les 3 réponses étaient correctes. Effectivement, les produits chimiques peuvent pénétrer dans l'organisme selon 3 voies différentes. Ce sont les voies de pénétration, aérienne, cutanée ou digestive, et ensuite interagir avec le fonctionnement des organes. Notre deuxième question de commencement, où peut-on trouver les informations sur la dangerosité des produits chimiques? Est-ce qu'on peut les retrouver sur les factures, dans le règlement intérieur de l'entreprise, sur les étiquettes des produits, sur les fiches de données de sécurité des produits, les FDS? À nouveau, vous allez avoir quelques secondes pour répondre. Et vous avez tous répondu effectivement qu'on retrouve ces informations sur l'étiquette des produits. Lorsqu'un produit est dangereux, on retrouve les principales informations sur son étiquetage, c'est-à-dire les pictogrammes, la description des dangers et les conseils de prudence. L'étiquette permet d'identifier rapidement qu'un produit est dangereux. Et on retrouve effectivement sur la fiche de données de sécurité des informations complémentaires qui vont concerner la composition du produit, mais aussi les modalités de stockage, de transport, les conditions de mise en œuvre, comme par exemple les équipements de protection individuelle qu'il faudra prévoir. Et je vais rendre la parole à Sophie.
Alors là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le risque chimique et plus spécifiquement, pourquoi on commence à vous parler des diisocyanates. Donc souvent, le risque chimique dans sa globalité est connu dans les entreprises. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit tout au moins quand on parle d'évaluation des risques. Et puis quand on se va sur le terrain, on se rend compte qu'il est méconnu, voire sous-estimé, ce risque, et souvent, entre guillemets, mal plus loin traité. Donc, le but, c'est de se donner une définition de ce qu'est le risque chimique, de ce que ça englobe, et on fera bien entendu un focus, comme vous l'avez compris, sur les diisocyanates, puisque il y a une réglementation qui, on va dire, qui s'est renforcée. Alors, pour commencer, donc c'est ce que je vous ai expliqué, alors que le risque chimique est présent dans quasiment toutes les activités du BTP, qu'on soit dans le bâtiment, dans les travaux publics, qu'on soit dans le gros œuvre, qu'on soit dans le second œuvre ou dans les TP. Alors, quand on parle de risque chimique, souvent avec les chefs d'entreprise, directement, ils pensent aux produits effectivement manufacturés, ceux qu'on reçoit directement des fournisseurs. Et puis, quand on commence à parler avec eux poussière, qu'on commence à parler avec eux fumée, notamment les fumées de dégagement de soudure ou les fumées, je ne sais pas, par exemple, en termes de gaz d'échappement, etc., on se dit, tiens, ça, effectivement, on n'avait pas forcément pensé à l'intégrer dans notre risque chimique et notamment dans notre évaluation du risque. Donc, effectivement, comme vous pouvez le constater, comme tout risque d'ailleurs, le risque chimique doit être identifié. Identifié dans quoi? Dans le document d'évaluation des risques. Quentin vous en dira un peu plus dans les séquences qui vont venir, puisque lui vous expliquera les étapes. Mais ce qui est bon de retenir, c'est que ce risque, comme tout risque, doit être identifié. L'évaluation des risques, c'est pas un simple papier qu'on remplit une fois par an et qu'on met de côté. C'est réellement on va dire le fer de lance des actions de la démarche de prévention du chef d'entreprise, d'accord, et de son encadrement. Donc, bien évaluer le risque chimique, c'est aussi surtout mettre en place des actions, différentes actions. Alors, ça peut être des actions effectivement de prévention. On va faire 3 axes d'action, puisqu'on retrouve les axes suivant des axes d'action techniques, organisationnelles et humaines. Donc ça aussi, on y reviendra un petit peu plus loin. Et surtout, faire des actions en appliquant les principes généraux de prévention. Donc on va de est-ce qu'on peut purement et carrément éliminer le danger, c'est-à-dire le produit ou le risque chimique lié aux poussières, etc., jusqu'à la notice, information et sensibilisation du personnel. Donc, vous voyez que, vu qu'il y en a 9, on va dire que la palette est large et toujours travailler le plus en amont, puisque là, on sera en prévention, et puis au plus on descendra, et puis on sera en prévention, que ce soit collective et individuelle. Je vais juste revenir un petit zoom aussi, les conséquences. Aussi souvent méconnues, ces conséquences pour les personnes notamment exposées, directement ou indirectement d'ailleurs, parce que hier, par exemple, lors du précédent webinaire, on nous a posé des questions sur les poussières et on nous parlait d'EPI. Ouais, ok, les EPI, ça va protéger la personne qui est en train, encore que à prouver, mais ça dépend les travaux, mais elle protège la personne qui est en train de faire son, entre guillemets, des découpes, etc. Par contre, en aucune façon, elle ne protège les autres autour. Donc, c'est ça aussi, prendre en considération le risque chimique, c'est pour soi, mais aussi pour les autres, donc dans le collectif, parce que même brièvement, certains agents pathogènes, leur exposition peuvent être très graves pour la santé. Il peut y avoir des intoxications, il peut y avoir des maladies professionnelles qui peuvent se déclarer, etc. Donc, ce qu'on va faire, vous avez bien compris, on va faire un petit zoom sur les diisocyanates. Et je vous ai dit qu'on en parle de ces diisocyanates parce qu'en fait, on les retrouve dans beaucoup de produits que vous utilisez en entreprise. D'accord? C'est des composants chimiques qui sont présents dans des mélanges, comme dans les peintures, résines, mastiques, colle, produits de réparation. On verra, on rentrera un petit peu plus dans le détail d'où on peut retrouver des diisocyanates. Mais ce qui est important, c'est déjà de se dire où est-ce que j'en ai dans mon stockage? Est-ce qu'on en utilise dans nos activités? Et déjà, ça va vous permettre déjà de mettre à jour votre évaluation des risques. Ensuite, il faut savoir que la réglementation s'est renforcée et donc on demande de mettre en place des mesures de prévention beaucoup plus strictes. Parce que bien entendu, ces produits sont maintenant classés suivant la classification de l'Union européenne harmonisée comme étant des sensibilisants respiratoires de catégorie 1 et cutanés de catégorie 1 également.
Donc, ces expositions peuvent conduire à des risques de maladies respiratoires telles que l'asthme, etc. Ça aussi, on y reviendra. Et des maladies de peau, par exemple des dermatites. Donc, qu'est-ce qu'elle demande, la réglementation? Au même titre que les autres risques chimiques, c'est déjà, nous, de vous transmettre cette info comme quoi la réglementation s'est renforcée. Que vous connaissiez aussi les démarches à adopter face à ces nouveaux, entre guillemets, à ce nouveau risque identifié dans votre démarche de prévention. Donc, ça va aller des modes opératoires, notamment pour les applications, savoir dans quel cadre vous les utilisez, savoir les conditionnements, mais également les moyens actuels de protection que vous avez ou de prévention. Et surtout, on va voir l'information et la formation. Donc, à ce propos, on va voir un petit peu tout ce qui peut être mis en place en tant que mesure de prévention et moyens de protection. Et c'est Quentin qui va vous présenter ces mesures. Merci Sophie. Alors, pour faire de la prévention, il faut d'abord faire de l'évaluation. Et pour évaluer les risques liés à un produit chimique, il faut commencer par prendre en compte ses voies de pénétration dans l'organisme. Est-ce que c'est un produit qui peut être inhalé sous forme de poussière, de gouttelettes ou de gaz? Est-ce qu'il peut être avalé et passer dans l'organisme par voie digestive? Ou est-ce qu'il peut traverser les couches superficielles de la peau et passer dans le sang par simple contact cutané ou par les muqueuses comme les yeux? Ensuite, il va falloir tenir compte des dégâts que les produits peuvent provoquer. Est-ce qu'ils présentent des propriétés physico-chimiques de type incendie, explosion ou corrosion des matériaux? Certains produits peuvent provoquer des irritations, des brûlures de la peau, des yeux ou des voies respiratoires, provoquer donc des démangeaisons, larmoiements ou une toux. D'autres peuvent aussi provoquer des allergies ou de l'asthme ou encore intoxiquer rapidement. Parmi les agents chimiques dangereux, on retrouve aussi certains qui sont identifiés comme CMR. C comme cancérogène, c'est-à-dire qui modifie le code génétique d'un individu. M comme mutagène, qui vont provoquer des mutations génétiques qui seront héréditaires et donc transmises à la descendance. Et toxiques pour la reproduction, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets néfastes pour la fonction sexuelle, la fertilité, le fœtus chez la femme enceinte, voire même le nourrisson chez la femme qui allaite. Le risque chimique est la deuxième cause de maladie professionnelle, juste après les troubles musculo-squelettiques. En 2021, la Sécu a reconnu plus de 7700 maladies professionnelles liées aux risques chimiques, aux produits chimiques. On peut par exemple prendre les diisocyanates. Il s'agit de molécules qui sont composées d'un noyau de base formé par un atome d'azote, un atome de carbone et un atome d'oxygène, qu'on appelle le groupe NCO. Les substances de la famille des diisocyanates sont à la fois irritantes pour la peau, elles provoquent des rougeurs, sécheresse, eczéma et peuvent provoquer des brûlures qui peuvent aller jusqu'au 3e degré. Elles sont irritantes pour les yeux, les vapeurs et les aérosols, donc les fines gouttelettes, peuvent causer un larmoiement, une sensation de brûlure ou une conjonctivite. Elles sont irritantes pour les voies respiratoires supérieures, elles provoquent de la toux, des maux de gorge et un écoulement nasal. Et elles sont, on l'a vu aussi, sensibilisantes pour la peau, c'est-à-dire qu'on peut devenir allergique et développer des démangeaisons et des rougeurs de la peau lors de contacts futurs. Et également sensibilisante pour les voies respiratoires, la réaction allergique là va se manifester sous la forme d'asthme, voire de symptômes grippaux, fatigue, fièvre, douleur, essoufflement, qui peuvent mettre jusqu'à 2 jours à disparaître. Et certains diisocyanates sont même classés cancérigènes suspectés pour le poumon, cancérigènes de catégorie 2. Les diisocyanates sont aussi toxiques aigus par inhalation. En cas d'exposition à de très fortes concentrations, ils peuvent provoquer jusqu'à un œdème pulmonaire, c'est-à-dire une accumulation d'eau dans les poumons. Et cet œdème peut survenir dans les 48 heures après l'exposition. Ces diisocyanates, on les retrouve dans la composition de nombreux produits utilisés dans le BTP, dans beaucoup de produits bicomposants, notamment dans le durcisseur de ces produits bicomposants, comme les résines ou les scellements chimiques, par exemple. On les retrouve aussi dans de nombreuses mousses expansives ou encore dans des colles, des produits de réparation de surface et ragréage et des produits d'étanchéité pour les piscines et toitures terrasses. Mais attention, le risque chimique ne se limite pas uniquement aux produits étiquetés, ceux qui ont été achetés pour être mis en œuvre sur les chantiers ou dans les ateliers. Les activités du BTP génèrent également des poussières et des fumées. On parle de produits chimiques émis, dont certains sont aussi classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. On retrouvera par exemple le plomb, l'amiante, que l'on retrouve dans de nombreuses constructions antérieures à 1997, les poussières de bois, qui peuvent provoquer des cancers des sinus et des fosses nasales, les poussières de silice cristalline, qui sont émises lors d'interventions sur pierre, béton, briques, tuiles, carrelage, les fumées de soudage et les gaz d'échappement, notamment les gaz d'échappement diesel pour les personnels qui travaillent à proximité des engins.
Le Code du travail précise que l'employeur doit évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. La première étape consiste à inventorier les produits dangereux auxquels les travailleurs sont exposés. Pour les produits mis en œuvre grâce à l'étiquette sur l'emballage. Pour les produits émis, il faut identifier les procédés de travail qui produisent des poussières, des vapeurs ou des fumées. Ensuite, il faut analyser les dangers de ces produits, tout d'abord à l'aide des informations contenues dans la fiche de données de sécurité pour les produits étiquetés. Et pour les produits émis, vous pouvez compter sur l'aide de votre service de prévention et de santé au travail et bien sûr sur les conseillers de l'OPP-BTP. On cherchera ensuite à estimer le niveau d'exposition des travailleurs à ces produits dangereux. Quelles sont les quantités qui sont mises en œuvre ou qui sont émises par les procédés de travail? Dans quelles conditions les travailleurs sont-ils exposés? Est-ce qu'ils sont en milieu extérieur, en milieu intérieur ventilé ou plutôt en milieu confiné? Et quels sont les procédés mis en œuvre? Est-ce que c'est de la projection, de la pulvérisation, de l'application au rouleau ou au pinceau? Ces procédés vont changer les modes d'exposition. Un produit liquide qu'on pulvérise entrera plus facilement dans les voies respiratoires, alors que le même produit liquide qu'on va appliquer au pinceau ou au rouleau pourrait se trouver en contact prolongé sur la peau. Pour certains agents chimiques dangereux, il y a une valeur limite d'exposition professionnelle, une VLEP, qui est définie par le Code du travail et qu'il est interdit de dépasser. On a par exemple l'amiante, avec une VLEP de 10 fibres par litre d'air sur une journée de travail de 8 heures, ou le plomb, avec une limite de 400 microgrammes par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes, des valeurs qui vont bientôt être rabaissées. Et pour les diisocyanates, une directive européenne prévoit même une double valeur limite. Une valeur limite d'exposition professionnelle à ne pas dépasser sur une moyenne de 8 heures, qui sera de 6 microgrammes par mètre cube, et aussi une valeur limite d'exposition de courte durée à ne pas dépasser sur une période de 15 minutes du fait de sa toxicité aiguë, qui elle est de 12 microgrammes par mètre cube. Cette directive européenne doit être transposée en droit français avant avril 2026. Pour certains produits, la réglementation impose également que les travailleurs aient suivi une formation. C'est le cas pour le plomb, pour l'amiante et depuis août 2023 pour les produits qui contiennent au moins 0,1% de diisocyanate. Or, comme on le voit sur l'étiquette à l'écran, l'étiquette n'indique pas les substances qui sont présentes dans le produit. Pour vérifier la présence ou non de diisocyanate et éventuellement sa concentration, il est impératif d'analyser la fiche de données de sécurité du produit. On ira regarder la rubrique 3 sur les 16 rubriques de la FDS, c'est-à-dire la rubrique sur la composition du mélange. L'objectif de l'évaluation, bien sûr, est de hiérarchiser les risques pour pouvoir prioriser les moyens de prévention à mettre en œuvre. Avant de poursuivre, on va demander à Thierry, le modérateur, s'il a des questions qui ont été posées dans le chat. A priori, vous n'avez encore pas posé de questions, donc je vais laisser la main à Céline. Donc, nous venons de voir avec Quentin la partie qui concerne l'évaluation des risques. À présent, nous allons vous proposer une démarche globale de prévention qui s'articule autour de 3 axes. L'axe organisationnel, comment je travaille. L'axe technique, qu'est-ce que j'utilise pour travailler. Et l'axe humain, quelles connaissances et quelles compétences je dois avoir pour travailler en sécurité. Ici, vous trouverez des actions permettant d'adapter votre organisation de l'achat du matériel à la gestion de son déchet. Donc, nous allons voir ça ensemble. Dans un premier temps, nous vous conseillons d'éviter d'acheter des produits que vous ne connaissez pas. Il est préférable d'établir une liste de produits que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez également substituer vos produits dangereux par des produits non dangereux ou moins dangereux, comme par exemple utiliser de la peinture minérale plutôt que de la peinture acrylique. Nous vous conseillons également de bien détailler vos modes opératoires en choisissant le mode d'application qui sera le moins dangereux, d'adapter les équipements de protection et de réduire au maximum le temps d'exposition. Voici une autre action de prévention qui concerne l'organisation du stockage et plus particulièrement de la zone de stockage. Les produits dangereux doivent être stockés dans un local fermé à clé, ventilé, ne pas mélanger certains produits qui sont incompatibles entre eux, vérifier régulièrement les dates de péremption ou encore choisir par exemple la méthode de déstockage, premier produit entré, premier sorti. Vous voyez que le stockage n'est pas simple à gérer. C'est pour cette raison que nous vous conseillons également d'acheter la quantité juste de produits pour vos chantiers, ce qui vous permettra d'éviter de gérer les retours chantiers qui sont toujours un peu compliqués à gérer et de ce fait de
ne pas les stocker et pas gérer cette partie stockage. Et enfin, il faut tenir compte dans votre organisation de la gestion des déchets. Il faut savoir que tout produit souillé est un produit dangereux. Vous êtes propriétaire de celui-ci jusqu'à son élimination. C'est pour cette raison qu'il est important d'en gérer sa traçabilité avec les bordereaux de suivi de déchets, les BSD. Nous allons à présent voir quelques exemples. En haut à gauche, voici un utilitaire équipé de rangements spécifiques. Il faut penser à sécuriser et bien arrimer les produits chimiques pour éviter qu'ils ne se renversent. Pensez également à gérer le stockage, ne pas mélanger les produits qui sont incompatibles entre eux et d'en limiter le volume. La photo en haut à droite, c'est un conteneur spécifique pour stocker les produits chimiques avec un agencement particulier, trié par type de produit en tenant compte de leur incompatibilité. Et vous voyez qu'un extincteur est mis à proximité de cette zone en cas de besoin. Sur la photo du bas, nous pouvons distinguer des déchets amiantes clairement identifiés par leur Big Bag spécifique. Il faut savoir que la réglementation est très stricte concernant le transport et l'élimination des déchets dangereux, et plus particulièrement ce qui concerne les déchets plomb et amiante. Nous venons de voir la partie organisationnelle. Nous pouvons à présent basculer sur la partie comment prévenir le risque en mettant en place des moyens techniques adaptés. Donc, comme évoqué précédemment, vous comprenez bien l'importance d'avoir évalué le risque au plus près de l'activité de vos compagnons. Il va donc falloir adapter les moyens techniques par métier et par situation de travail. Ici, vous trouverez des exemples de moyens techniques qui peuvent concerner plusieurs métiers. Donc, il existe effectivement plusieurs méthodes comme la mécanisation, c'est-à-dire remplacer le salarié par un robot. En fait, c'est tout simplement éloigner l'homme du produit chimique ou du produit dangereux en tout cas. Dans certains métiers, on choisira également de réduire les émissions de produits dangereux, comme par exemple l'abattage des poussières par brumisation lors d'une opération de démolition. Ou encore, vous pouvez opter pour le captage à la source qui permet d'éviter la dispersion du produit. Et enfin, pour les ateliers, il faudra être vigilant concernant l'assainissement et la ventilation. Alors attention, le Code du travail prévoit des règles très précises pour les locaux dits à pollution spécifique. Ce sont des locaux où il y a émission de polluants sous forme de gaz, de vapeur, de poussière ou encore d'aérosols liquides. Dans ces locaux, il va falloir mettre en place des contrôles périodiques qui vous permettront de vérifier l'efficacité de l'installation utilisée, comme par exemple contrôler votre installation de captage, vérifier les valeurs limites d'exposition professionnelle, etc. N'oubliez pas évidemment que pour vous aider dans le choix de ces différents moyens, vous pouvez être conseillé et accompagné par les services de santé, la CARSAT, ainsi que l'OPP-BTP. À présent, nous allons voir quelques exemples. Donc, sur la première photo, il s'agit d'une station de nettoyage pour les rouleaux. Ici, la mécanisation permet d'éviter le contact du produit dangereux avec le compagnon. Celle-ci est de plus en plus employée et notamment dans les CFA. L'avantage également, c'est que cette station va pouvoir vous permettre de gérer les eaux polluées donc, et de retraiter ces eaux polluées. En bas à gauche, il s'agit d'une opération de nettoyage, donc dans un atelier de menuiserie. Cette tâche était avant réalisée au balai. Les poussières étaient dispersées dans l'air et donc inhalées par le compagnon. Ici, vous voyez que l'opérateur, au fond de la pièce, est en train d'aspirer les poussières de bois, ce qui permet d'éviter la dispersion des poussières dangereuses et donc d'éviter que le compagnon inhale ces poussières. Et enfin, en bas à droite, nous sommes également dans un atelier de menuiserie et vous pouvez observer une aspiration à la source sur une machine de découpe. Ce moyen permet également d'éviter la dispersion des poussières dans l'air et donc de protéger l'opérateur. À présent, nous allons voir qu'il faut également adapter les moyens de prévention au mode d'application, et notamment pour les diisocyanates. Nous sommes vraiment dans le cœur du sujet. Donc, en fonction du mode d'application, les moyens de prévention devront être renforcés. Alors ici, vous voyez que les applications par projection ou pulvérisation, ainsi que l'application à chaud, va augmenter la quantité de diisocyanate dans l'air
et donc augmenter le risque d'exposition par inhalation. Il faudra donc renforcer les équipements respiratoires. Concernant l'application avec outils manuels, rouleau ou brosse, celle-ci engendre effectivement un risque important de contact cutané, de projection dans les yeux, et vous devrez donc renforcer les moyens de protection face à ces risques. Et donc, pour renforcer ces moyens techniques, il va falloir mettre en place des équipements spécifiques. Je vais donc passer la parole à Quentin qui va vous parler de ce sujet. Merci Céline. Alors, lorsqu'on a mis en œuvre tous ces moyens de prévention de type organisationnel, puis technique, mais qu'un risque est toujours présent, on applique les moyens de prévention et de protection dits humains. Ce sont les équipements de protection individuelle, la formation et l'information des travailleurs. Les EPI sont considérés comme un dernier recours face au risque, car ils sont généralement perçus comme une contrainte et sont à l'origine de gêne et d'inconfort. Pour qu'un EPI soit efficace et accepté, il y a des règles importantes à respecter. Tout d'abord, l'EPI doit être adapté à la nature du risque contre lequel on souhaite protéger le salarié, mais aussi aux conditions de travail. Un gant anti-coupure ne protégera pas contre les produits chimiques, mais un gant d'examen jetable ne résistera pas à l'abrasion liée aux manutentions d'outils et de matériaux. Deuxième point, il est primordial d'associer les travailleurs au choix de leurs EPI pour favoriser leur acceptation et prendre en compte toutes leurs contraintes. Il faudra aussi tester leur efficacité dans des conditions réelles de travail. On tiendra compte bien sûr aussi de la morphologie des porteurs. Tous les masques ne sont pas adaptés à toutes les formes de visage, par exemple. Et aussi des conditions de travail, la durée de port des EPI, la température, l'exposition aux intempéries. Dans certains cas, il est même nécessaire au contraire d'adapter les rythmes de travail pour tenir compte des contraintes générées par les EPI. En cas de port d'un masque filtrant, il faudra réduire les temps de travail et prévoir des temps de récupération. Et enfin, il faudra former les personnels à la bonne utilisation et à l'entretien de leurs EPI. La main est touchée dans un tiers des accidents du travail et souvent suite à un contact avec un produit chimique. Mais attention, selon les matériaux qui composent les gants, ils ne protègent pas contre tous les chimiques. Face au risque d'isocyanate, il faudra privilégier des gants en nitrile qui sont plus efficaces contre les hydrocarbures. Mais ils sont moins résistants à l'usure et aux produits corrosifs que le latex et le butyl. Il est également recommandé de laver les gants en fin de poste lorsque ce ne sont pas des gants jetables, de se laver les mains avant de mettre les gants et après les avoir retirés, et d'assurer un usage individuel des gants, pas de dotation collective par exemple, d'usage pour tous. Le port d'un appareil de protection respiratoire, généralement de type masque filtrant, doit être réservé aux interventions courtes, dans les situations où les moyens de prévention collective sont insuffisants. Avant de choisir un appareil de protection respiratoire, il est nécessaire de faire plusieurs vérifications. D'abord, est-ce que la teneur en oxygène dans l'atmosphère de travail est suffisante? Quelle est la nature des polluants, leur dangerosité et leur concentration? Quelles sont la durée, la fréquence et les conditions des opérations à réaliser? Et est-ce qu'il y a d'autres risques au poste? En fonction des réponses à ces questions, on pourra par exemple choisir plutôt un appareil filtrant à ventilation libre ou assistée, ou alors un appareil isolant. On choisira plutôt un demi-masque, un masque complet ou encore une cagoule. Pour filtrer les diisocyanates, on choisira des cartouches filtrantes de type A pour les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 degrés. Mais il faudra peut-être prévoir des cartouches combinées pour tenir compte des autres vapeurs et les poussières qui sont émises par les autres produits utilisés et par les procédés qui sont mis en œuvre. En plus des gants et protection respiratoire, selon le niveau de risque évalué, on cherchera à éviter la pénétration des diisocyanates dans l'organisme en protégeant les yeux à l'aide de lunettes de sécurité, d'un écran facial ou alors d'un masque de protection respiratoire complet. Et on protégera également la peau à l'aide de vêtements de travail couvrants, donc à manches longues. Selon le risque de projection, on pourra même prévoir une combinaison de protection jetable de catégorie 3, de type 5 ou 6. Ce sont les combinaisons étanches aux particules et éclaboussures. Et les chaussures et bottes de sécurité. Pour la suite, je vais rendre la parole à Sophie. Alors, merci beaucoup Quentin. Donc, on a abordé effectivement différents aspects. Maintenant, on va aller sur un aspect aussi très important pour le risque chimique que sont instaurer des règles d'hygiène, d'accord, pour lutter contre ce risque. Donc, forcément, instaurer des règles d'hygiène, c'est d'abord mettre les moyens nécessaires. On est bien d'accord sur la question et notamment sur la question du cantonnement et des bases-vies. Alors, déjà, il faut savoir qu'une base-vie ou une installation mobile sont essentielles dans la prévention du risque chimique.
Parce que pouvoir se laver les mains avec de l'eau, et d'ailleurs le visage aussi, puisque souvent on oublie cette partie, mais se laver les mains, le visage avec de l'eau tempérée ou tiède et du savon, c'est le minimum, notamment pour éviter le risque d'ingestion. Comme vous l'a dit tout à l'heure Quentin, il y a 3 risques pour pouvoir être exposé au risque chimique, et celui d'ingestion est très important, puisque ça peut se faire au moment du repas ou au moment des pauses, notamment quand on va se restaurer, ou pour les personnes qui vont aller fumer, d'où l'importance qu'ils aient à disposition, et d'ailleurs que tout le monde est à disposition, puisque ça fait partie des règles obligatoires, de moyens pour pouvoir se laver les mains et le visage régulièrement tout au long de leur journée de travail. Alors, également, ce qui est important aussi, c'est de prévoir dans la partie, on va dire, vous voyez de droite, c'est d'avoir deux compartiments pour pouvoir se changer. Un compartiment à faire propre, un compartiment à faire sale. Pourquoi ? Parce que forcément, souvent, en plus, on doit insister sur le côté de ne pas reprendre son véhicule avec des vêtements qui ont été souillés, d'accord ? Notamment, surtout, quand on rentre chez soi. Donc, on souille le véhicule, on rentre chez soi, on nettoie, on fait nettoyer son vêtement de travail. Et on a eu déjà par le passé beaucoup de retours d'expérience, notamment sur les contaminations indirectes liées aux vêtements souillés de travailleurs. Je pense en fait ce qui se passe sur les chantiers, ce qui s'est passé sur le chantier naval, notamment pour l'amiante, où on a eu des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds sur une installation qui contenait l'amiante ou sur ne serait-ce qu'un chantier, dont les femmes des salariés qui se sont retrouvées à déclarer des maladies spécifiques à l'amiante. Donc le but, c'est de pouvoir se changer avant de quitter son poste et avant de quitter le chantier. Je rappelle aussi que le nettoyage des vêtements, c'est toujours bon à dire, mais bon, on le répète chaque année, est à la charge de l'entreprise. Alors, il y a des entreprises, oui, ça fonctionne. Il y a des entreprises qui ont mis en place des systèmes. Alors, ça peut être des systèmes de bons chez des pressings professionnels. Ça peut être aussi un système en interne où vous faites tourner effectivement le nombre de vêtements et d'équipements de travail, et vous travaillez avec un partenaire extérieur, etc. Donc, je vous rappelle qu'on avait fait d'ailleurs avec tous les partenaires, on avait fait une campagne sur l'hygiène en 2023, que ce soit avec la CARSAT, l'OPP-BTP, les services de prévention de santé au travail et tous nos autres partenaires sur l'hygiène. Donc, vous pouvez retrouver toutes les solutions chantier sur les différents sites, que ce soit le focus hygiène sur le site de l'OPP-BTP, prévention BTP, mais également sur les sites de l'INRS et en local sur certains sites de services de prévention de santé au travail. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Je vous rappelle aussi que certains polluants spécifiques comme l'amiante, le plomb, ont des dispositions relatives à l'hygiène très strictes et qui sont encadrées, notamment au niveau des douches, des sas, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, puisqu'on est plus sur les risques chimiques en général. Maintenant, on va aussi parler de l'eau sur les chantiers. Ça fait partie aussi de la base d'hygiène. Il faut qu'il y ait une quantité d'eau potable à disposition de chaque salarié. Et c'est l'employeur qui est tenu de les mettre en place. Quand on parle de ressources, on en est là sur les ressources et les moyens nécessaires. Donc, quand il n'est pas possible de mettre en place de l'eau courante, parce que souvent, c'est l'argument qu'on a, ou quand on se retrouve face à cet argument, on se dit, ça veut dire aussi que dans la phase préparatoire et même dans la phase où on fait l'offre de prix, où on répond à l'appel d'offres, c'est de se poser la question de comment on va organiser justement la mise en place par exemple, d'un réservoir d'eau potable avec suffisamment de quantité pour alimenter, on va dire, par exemple, les lavabos. Mais surtout, il faut rappeler que ces obligations sont facilitées dans un chantier où on a tous nos collaborateurs qui interviennent et qui sont raccordés aux voies et aux réseaux divers. C'est les réseaux de distribution, bien entendu, d'eau et d'électricité. Et je rappelle que cette installation est à la charge du maître d'ouvrage. Parce que souvent, c'est vrai que... Et il doit être conseillé pour ça par son maître d'œuvre et bien entendu par le cordeau SPS.
Au niveau des cantonnements et des bases de vie, donc je vais passer rapidement, puisque j'en ai déjà parlé, du vestiaire avec double compartiment, etc., aéré, nettoyé, éclairé. N'oubliez pas, le nettoyage, c'est hebdomadaire, c'est pas une fois par semaine. Voilà. Aéré surtout aussi, ça c'est important, parce que c'est vrai que l'aération est primordiale. Des toilettes forcément séparées des autres locaux, bien entendu, avec des moyens pour se laver les mains, sécher les mains, etc. Des douches. Alors, les douches, c'est important de les avoir, bien entendu, parce que c'est surtout, elles sont obligatoires en cas de travaux insalubres et salissants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par travaux insalubres et salissants? On va avoir des travaux dans des milieux industriels, notamment beaucoup dans les bâtiments et ETP. C'est-à-dire qu'on va être peut-être en contact avec des amines aromatiques, des engrais, du mercure, par exemple, ou du brai de houille, je pense au TP, généralement, c'est eux qui sont exposés, ou des travaux présentant des risques biologiques. Alors, les risques biologiques, ça peut être, par exemple, d'écouter une façade où on a des firmes de pigeons roi, par exemple, juste pour vous rappeler que ça en fait partie. Et enfin, des travaux en présence d'amiante, de plomb et des travaux dans des environnements spécifiques, par exemple, ce que sont les égouts ou les espaces confinés. En dehors de ces obligations réglementaires, bien entendu, il est fortement conseillé, quel que soit le type de chantier, de prévoir des douches. Alors, des douches sur le chantier ou pas sur chantier d'ailleurs, peut-être même vous devez avoir des douches certainement dans vos dépôts, etc. Car nombre de travaux du BTP sont salissants au final et peuvent être parfois dangereux pour la santé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas mettre sur tous les chantiers des cantonnements et des bases vides. C'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça que, effectivement, pour des chantiers inférieurs à 4 mois ou sur des chantiers où il n'est pas possible d'installer ces types d'équipements, je pense notamment aux maisons individuelles, etc., vous pouvez recourir par contre spécifiquement à l'utilisation de véhicules qui peuvent être aménagés. Donc, effectivement, il peut y avoir des aménagements qui soient spécifiques pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir se changer dans ces véhicules. Et vous retrouverez ces solutions chez les différents sites partenaires, notamment dans le focus hygiène. Enfin, les mesures d'urgence. Donc, il est important que en début de chantier soient présentées en même temps que les différents documents, notamment pour le risque chimique. On rappelle les mesures d'urgence en cas d'exposition. Qu'est-ce qu'on fait en cas de gestion? Qu'est-ce qu'on fait en cas de contact direct avec la peau ou dans les yeux, en cas aussi de difficultés respiratoires, etc. C'est pour ça que sur les chantiers, il faut qu'on ait des sauveteurs secouristes du travail pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais et notamment avoir les appels aussi de secours pour les urgences, pour pouvoir notamment leur donner, par exemple, le type de produit auquel on a été soumis. Et puis enfin, on va avoir aussi le cas où on va avoir des déversements accidentels de produits. Comme l'a dit tout à l'heure Céline, un produit qui va être renversé, par exemple, ou qui va être déversé de manière accidentelle, il va falloir le ramasser. Notamment, alors ça peut être avec des kits anti-pollution, ça peut être avec ça peut être avec des terres de diatomée, par exemple. Sauf que ça devient donc un déchet dangereux et forcément, comme tout déchet dangereux, il devra être traité en tant que tel. Donc, n'oubliez pas, par rapport à ce qu'elle vous a dit Céline tout à l'heure, il y a une réglementation très stricte avec un bordereau de suivi de déchets de sa création jusqu'à son élimination. Donc, il y a une traçabilité. J'en ai fini pour cette partie hygiène. Maintenant, on a vu donc les 3 axes de la démarche de prévention. On a vu l'axe organisationnel, on a vu l'axe technique, on a vu l'axe, entre guillemets, humain au niveau des équipements de protection. Mais là, on va arriver sur l'humain dans la démarche de prévention, sur la formation et la sensibilisation, l'information. Alors oui, effectivement, la réglementation rappelle que les mesures qui doivent être prises pour contribuer, pour s'assurer de la santé et de la sécurité de ces salariés, passent aussi par la formation et l'information. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors l'information, souvent on a cette question d'ailleurs, quelle différence entre sensibilisation et formation? Il faut savoir qu'une sensibilisation, on va voir, elle peut prendre diverses formes. Par contre, la formation a un cadre très réglementaire. Une formation doit avoir un programme, donc avec un déroulé pédagogique. Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre par rapport à quelles connaissances on veut à la fin de la formation évaluer
pour voir si le risque chimique, et notamment pour les diisocyanates, a bien été intégré, compris et sera appliqué. Donc, c'est parce que, bon, voilà, je déborde un peu, mais en fait, c'est ça. Ensuite, c'est aussi être proche. Une formation, donc c'est aussi, ça va passer, donc comme je vous l'ai dit, par un programme, ça va passer par une évaluation et ça va passer par une remise d'attestation. Donc c'est ça une formation, pour bien cadrer les choses. Maintenant que ça c'est fait, donc vous pouvez sensibiliser, échanger autour d'un affichage, donc bien entendu au plus près des postes de travail. Je vous rappelle que sinon ça n'a aucun intérêt parce que les salariés, si vous affichez par exemple sur le risque chimique je sais pas moi, dans l'entreprise, alors qu'ils y viennent une fois par semaine, il vaut mieux que vous ayez un affichage dans les bungalows ou ne serait-ce même que dans les véhicules par exemple, pour pouvoir prendre connaissance et puis pour pouvoir échanger aussi au sujet des problématiques au plus proche du terrain. Qu'on soit dans un dépôt ou qu'on soit sur un chantier, on ne va pas être exposé au même risque, par exemple. Et c'est important que l'affichage reflète le risque auquel on est exposé, qu'il soit au plus près du poste de travail. La notice au poste de travail. Donc, la notice au poste de travail, c'est un des outils d'information les plus importants. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce que je vous disais, au plus près des postes, forcément. Mais elle présente d'abord les dangers. Elle présente également les mesures d'organisation et de prévention que vous avez mis en place et que vous avez rédigé, enfin, que vous avez introduit dans votre document unique. Donc, ça, on doit le retrouver. Et surtout, elle doit être en fonction de la nature du poste de travail. D'accord ? Donc ça, écoutez, elle décrit également la tâche à effectuer. Donc, on va retrouver le mode opératoire, les consignes, les avertissements, les équipements de protection collective et, enfin, les protections individuelles et les informations sur les secours. Donc, cette notice, elle est très importante et elle découle, entre autres, du document unique, mais également des fiches de données sécurité et de l'analyse du risque chimique par type d'exposition. Que ce soit des produits chimiques, des poussières ou des gaz d'échappement, par exemple, ou des gaz de sodium. La sensibilisation, elle peut prendre diverses formes. Ça peut être des sensibilisations, on va dire, de manière... on parle des fois de cadre sécurité. Donc, nous aussi, des fois, on participe quand on est sur le chantier à ces quarts d'heure. Ça permet aussi d'échanger avec les salariés. Une sensibilisation, elle ne vaut que si elle reflète ce qu'on a eu sur le chantier, soit la veille, soit dans la journée. C'est pour parler, échanger, notamment, on risque d'être soumis à tel risque, qu'est-ce qu'on a prévu, etc. Ou alors, il y a une exposition accidentelle, ou on s'est retrouvé en coactivité, par exemple, ça nous arrive souvent avec d'autres entreprises. Voilà ce qu'on a mis en place et voilà ce qu'on a fait remonter en tant que compagnon à notre entreprise. Donc ça aussi, ça sert à ça, un quart d'heure sécurité. C'est pas forcément votre propre risque chimique, mais également les autres risques qui vont être générés par les entreprises qui sont autour de vous. Et sur le chantier, c'est pas ce qui manque. Pour les formations, alors il existe bien entendu, donc je ne vais pas revenir, des formations obligatoires amiante et plomb, c'est pas le sujet. Par contre, il y a une formation obligatoire pour les diisocyanates. Cette formation, comme vous l'a dit tout à l'heure Quentin, elle est obligatoire depuis le 24 août 2023. D'accord ? Pour tout produit qui contienne 0,01% de diisocyanate dans le mélange. Donc, le seul moyen, effectivement, pour que vous sachiez si vos produits en contiennent, c'est de prendre la fiche données sécurité au niveau de la partie 3 et que vous vérifiez fiche par fiche. Alors, les exigences de la formation, pour en être certain, puisqu'on a souvent des questions à ce sujet, elle doit être dispensée par qui ? Par un expert, en fait, qui est formé en santé-sécurité au travail et qui possède des compétences nécessaires et acquises dans le cadre d'une formation professionnelle pertinente. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de formation en fonction, effectivement, du type d'utilisation et d'utilisateur que vous êtes. La première formation, c'est une formation générale. Elle va être à destination des utilisateurs industriels et professionnels. Ensuite, on a la formation intermédiaire pour des utilisations, par exemple, comme des manipulations de mélange ouvert à température ambiante, ce qui arrive souvent d'ailleurs, et l'application au rouleau et à la brosse. Donc ça aussi, il faut savoir dans vos modes opératoires, quand vous allez identifier des produits à base de diisocyanate, se dire, nous, quel est le mode, effectivement, comment on l'utilise finalement, puisque ça va être ça la question. Et ensuite, une formation avancée. Alors, la formation avancée, c'est plutôt des utilisations spécifiques. Alors, des manipulations en plein air avec des ventilations limitées
ou uniquement naturel, souvent en plein air, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et pulvérisation à haute énergie, donc par exemple des mousses élastomères, etc. Et la manipulation ouverte, cette fois, de formulation chaude ou très chaude, supérieure par exemple à 45 degrés. Donc voilà, ces 3 niveaux de formation, et en fonction effectivement du type d'utilisation et d'utilisateur que vous êtes, il faudra voir avec justement quel type de formation vous pourrez suivre et surtout quel type de formation vous devrez suivre. Comme toute formation, il faut une preuve documentée, comme quoi elle a été suivie avec succès. C'est-à-dire, vous devez en faire une formation avoir une évaluation et une preuve comme quoi elle a bien été suivie et que vous avez été évalué. La formation, elle peut être en présentiel ou en distanciel. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, par rapport à la législation. Par contre, elle doit être renouvelée à minima au moins tous les 5 ans. Donc, voilà. En réponse à cette obligation, à cette nouvelle obligation de formation, les syndicats de fabricants de produits contenant des diisocyanates, que sont ISOPA et ALIPA, ont mis en place des modules d'e-learning, d'accord, sur leur plateforme, sur les 3 formations. On a aussi d'autres organismes de formation en local qui ont mis en place des formations, d'accord. Bon, ces modules de formation sont assez génériques et ils ne sont pas adaptés au milieu du BTP. Donc, il est quand même assez difficile de s'y retrouver dans toutes ces formations. C'est pourquoi la Fédération française du bâtiment a décidé de s'atteler à cette thématique. Et donc, ils sont en train de construire des programmes de formation en co-construction avec les unions et les syndicats de métiers et avec l'appui de l'OPP-BTP. D'accord, 2 modules de formation en e-learning répondant spécifiquement, par contre, aux problématiques qu'on rencontre dans les BTP. Pour info, ces modules seront disponibles à la fin du premier semestre 2024. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous serez avertis, certainement, il va y avoir des communications via vos fédérations, des communications aussi via les réseaux sociaux et via les différents partenaires. Donc, je vais laisser la parole à Quentin pour finir. Merci Sophie. Alors, comme vous le savez, tout salarié doit bénéficier d'un suivi individuel de son état de santé. Dans le cas le plus général, pour un travailleur qui n'est pas exposé à des risques particuliers, la visite d'information et de prévention initiale au service de prévention et de santé au travail doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent l'embauche et elle est renouvelée au maximum tous les 5 ans. Mais les salariés qui sont exposés à certains risques spécifiques qui sont définis par la réglementation doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé. C'est le cas notamment des travailleurs exposés à des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui sont avérés et supposés, les catégories 1A et 1B. Ces salariés-là doivent bénéficier d'une visite médicale avant la prise de poste, à l'issue de laquelle le médecin du travail doit délivrer un avis d'aptitude. Cette visite médicale, elle est renouvelée au plus tard tous les 4 ans et avec l'obligation d'avoir une visite intermédiaire au bout de 2 ans. Le type de suivi individuel des salariés doit être déclaré par l'employeur auprès du service de prévention et de santé au travail et bien sûr doit découler de l'évaluation des risques. Avant de terminer ce webinaire, on va regarder si vous avez des questions. A priori, vous n'avez toujours pas de questions. N'hésitez pas, surtout jusqu'à la fin de ce webinaire, à intervenir dans le chat. Nous allons voir maintenant ce que vous avez retenu. Comme on a commencé, on va vous reposer 2 nouvelles questions en direct pour voir si on a été clair ou si vous saviez déjà tout. La première question, c'est quoi les diisocyanates? Est-ce que ce sont des agents chimiques utilisés dans la fabrication de médicaments ou alors des agents de nettoyage utilisés dans l'industrie automobile ou encore des agents chimiques dangereux couramment utilisés dans la fabrication de produits pour le BTP? J'en profite pour vous présenter à l'écran le groupe NCO dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est ce groupe composé d'un atome d'azote, d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. Lorsque ce groupe NCO est rattaché à une molécule, cette molécule fait alors partie de la famille des diisocyanates. On va vous laisser encore quelques secondes pour répondre à la question. Évidemment, vous avez tous répondu. Les diisocyanates sont des agents chimiques dangereux que l'on retrouve dans la composition de nombreux produits du BTP et qui concernent la plupart de nos métiers. Dernière question. Si mes salariés mettent en œuvre une mousse polyuréthane isolante,
qui contient au moins 0,1% de diisocyanate. En tant qu'employeur, ai-je l'obligation de former mes salariés? Je vous le rappelle, on l'a déjà vu, hein, pour pouvoir savoir si le produit qu'on utilise contient des diisocyanates et sa concentration, on est obligé d'aller vérifier la fiche de données de sécurité. Ce ne sera pas indiqué sur l'étiquette ou dans le nom du produit. Alors c'est vrai, effectivement, on l'a revu depuis le 24 août dernier, il est obligatoire de former les travailleurs à l'utilisation de produits composés au moins à 0,1% de diisocyanate. Le type de formation, de base, intermédiaire ou avancée, dépendra du niveau d'exposition et du type d'application, comme vous l'a expliqué Sophie. Et on le rappelle encore une fois, la Fédération française du bâtiment proposera bientôt des modules de formation adaptés. Sophie, je te laisse conclure. Alors, écoute, nous n'avons pas de questions pour le moment. Bon, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à faire remonter si vous avez l'occasion. Donc, juste pour rappeler que la semaine de la prévention 2024, c'est tout un programme, hein, puisqu'elle a lieu, comme je vous l'ai dit, maintenant de mercredi à vendredi. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel webinaire, hein, d'ailleurs. Et inscrire également vos compagnons. Vous avez à l'écran les différentes horaires à laquelle, et surtout, non seulement les horaires, mais aussi les thématiques sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, même juste avant, vous pouvez aller sur la plateforme Alga. Tout est indiqué, la plateforme sur laquelle vous êtes. Vous venez d'avoir un pop-up à l'instant où on vous demande effectivement de répondre au questionnaire de satisfaction. Donc, c'est plus pour alimenter nos retours d'expérience et pour nous aider à progresser également, que ce soit par le fond, la forme, savoir s'il y a des thématiques que vous auriez voulu peut-être qu'on aborde l'année prochaine, etc. Et surtout, elle vous permet de récupérer le lien à l'issue de la réponse à ce questionnaire vers le diaporama, en fait, avec toutes les infos et références données. Ça, Quentin, vous l'avez bien précisé en début de webinaire. Donc, je pense qu'il est temps de vous souhaiter un bon appétit, vous souhaiter une bonne journée. Je laisse mes collègues vous le souhaiter également. Très bonne fin de journée à vous et bon appétit, en effet. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir. Merci pour votre participation et bonne journée. Au revoir.